Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, j'ai Estelle qui est avec moi, Estelle de Estelle Covin Coaching. Voilà. J'ai pas cherché original pour le nom de la boîte. Non, mais c'est bien parce que ça fait aussi bien du référencement naturel que on te trouve assez facilement. Exactement. Voilà, donc tu as fait, j'appellerais ça de l'optimisation. Donc avant de commencer, je tiens à remercier Aline qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Donc merci Aline. Donc on va commencer. Bonjour Estelle. Bonjour Astrid. Merci d'être là aujourd'hui dans Business de Meuf. Est-ce que tu peux nous présenter, présenter ton activité en quelques mots? Alors, moi je suis coach professionnel et aussi depuis un peu moins d'1 an, prof de yoga. Donc je cumule ces 2 activités. Enfin, quand je dis je cumule, en fait, j'essaye de les rendre complémentaires l'une à l'autre. J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, j'habite en région parisienne et puis j'ai passé 10 ans à travailler dans la com, et notamment la communication d'urgence, avant de me reconvertir au coaching il y a 4 ans. Et depuis 3 ans, je suis à mon compte, j'ai créé ma structure et donc je coach dans des entreprises, en cabinet aussi pour les particuliers et puis dans des établissements scolaires, dans des collèges, auprès d'élèves en difficulté. Et comme je bossais beaucoup avec des ados, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et je me suis aussi formée à l'enseignement du yoga spécifiquement pour les enfants et les adolescents. Et je donne des cours dans des salles de sport et auprès d'enfants dans ma ville, pour ma mairie, voilà, dans le 92. Et tu fais quel type de coaching ? Alors, le coaching que je fais, donc, c'est du coaching avec une approche un peu spécifique. C'est du coaching qu'on appelle narratif, qui consiste en fait à remplacer les histoires de problèmes dans la vie des gens par des histoires préférées, c'est-à-dire des histoires de succès, des histoires de réussite, à partir de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc l'idée, c'est pas de faire la méthode Coué où on invente une belle histoire, c'est vraiment d'aller chercher dans la vie des gens les histoires qu'ils ont un petit peu oubliées parce qu'ils voient que leurs difficultés au moment où ils arrivent devant nous, et de reconstituer une histoire qui va être plus valorisante pour eux, sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour reconstruire quelque chose qui leur convient. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner de l'autonomie aux personnes et de se baser sur ce qui leur convient, sur ce qui est important pour eux. On travaille beaucoup sur les valeurs et sur les forces. Donc c'est un coaching, en fait, au lieu d'être orienté solution, comme le coaching classique, c'est un coaching qui est orienté identité. On s'occupe pas beaucoup d'essayer de résoudre le problème, on s'occupe de renforcer l'identité de la personne et qu'à partir de là, mécaniquement, elle trouve ses solutions elle-même. D'accord. Donc, c'est pour faire travailler quelqu'un sur quelque chose qui lui tient à cœur. Ouais. Et de faire cette personne évoluer finalement sur cette problématique. Donc, ça peut être de la transition, tout type de transition, professionnelle ou perso, dans les moments de changement, ou quand on traverse une difficulté passagère. Voilà, on n'arrive pas à dépasser une situation, on a l'impression d'être... j'ai beaucoup en ce moment des gens qui viennent parce qu'ils se sentent débordés par leurs émotions. C'est un peu le truc qu'on entend partout, gérer ses émotions et tout, c'est devenu une espèce d'impératif. Donc les gens, ils ont tous l'impression qu'ils ont un problème avec leurs émotions, donc ils viennent beaucoup pour ça. Et en fait, on travaille sur, par exemple, sur ce cas-là, qu'est-ce que l'émotion, elle vient dire d'important pour toi ? C'est pas que t'es débordé par tes émotions, c'est certainement qu'il y a un truc super important pour toi à un moment donné, et ton corps vient te rappeler que c'est important pour toi. Donc comment tu fais ? C'est une alerte, c'est un message et c'est un truc qui est pas du tout à gérer ou à maîtriser comme on l'entend ici ou là. Au contraire, moi j'encourage les gens à entendre leurs émotions, à voir ce qu'ils en font, mais en tout cas à surtout savoir ce que ça dit d'eux. Qu'est-ce que ça dit d'important pour toi quand tu as telle émotion qui arrive. Et l'idée, c'est qu'à la fin des séances, les gens ils ressortent, ils se sentent plus forts, ils se sentent reboostés, ils sortent plus en disant « je suis un hypersensible qui pleure trop au travail », mais ils ressortent en se disant « en fait, moi je suis quelqu'un pour qui la précision au travail c'est super important et oui, ça me met en colère quand un tel il me dit que nanana, voilà ». D'accord, donc c'est vraiment de partir d'une émotion et de se dire cette émotion, elle veut dire quelque chose. Ouais. Si on est hypersensible, ça veut dire qu'on tient... On tient à quelque chose, exactement. C'est l'idée, c'est quand je suis en colère, contre quoi je suis en colère, c'est-à-dire qu'est-ce qui me paraît injuste.
Et certainement, ce qui me paraît injuste, ça fait référence à une valeur super forte pour moi. Donc, on va aller essayer, par exemple, de chercher dans mon histoire, quand est-ce que cette valeur forte, elle est entrée dans ma vie? C'était relié à quelle personne? Je fais raconter des histoires aux gens. Est-ce que tu peux me donner des exemples, des anecdotes de quand cette valeur très importante, elle s'est manifestée pour toi? Et en fait, au fur et à mesure que les gens racontent ces histoires-là, ils se renforcent. D'accord. Parce qu'ils revivent à l'intérieur d'eux des choses fortes pour eux. Ils prennent conscience qu'en fait, il y a des choses auxquelles ils croient, des convictions, des valeurs, et que c'est ça qu'ils défendent à travers telle ou telle émotion. Et qu'il ne s'agit pas donc de dire OK, on va essayer juste mécaniquement ou comportementalement d'arrêter de pleurer, par exemple. Parce que les gens, souvent, ils me disent « je pleure au travail, j'en ai marre, etc. » On ne va pas essayer de résoudre le problème de comment on fait pour arrêter de pleurer. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qui est important pour la personne derrière son émotion. Et en général, quand elle se sent forte et elle se sent alignée avec ce qui est important pour elle, mécaniquement, elle va moins pleurer parce que l'émotion vient moins la perturber. Elle sait identifier, OK, maintenant, moi, je sais que c'est ça qui est important pour moi. Je sais qu'à ce moment-là, peut-être dans la relation avec tel ou tel collègue, ça me pose problème parce qu'on n'est pas exactement sur le même terrain de valeur et tout. Je trouve des solutions pour essayer de communiquer, pour essayer de voir comment je peux faire, mais je reçois plus d'un bloc l'émotion qui vient me perturber et que j'ai pas vraiment identifié à quoi ça faisait référence pour moi, etc. Est-ce que c'est pour des situations de stress? Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se laissent submerger par leurs émotions, par le fait de tout avoir sur les épaules, par un stress inné et par aussi soit du stress, soit de la panique. Oui. Ça, comment tu penses que c'est le travail qu'on génère tous les jours qui permet qui finalement influence sur le fait qu'on soit soi-même un peu gêné, stressé? Voilà, comment tu pourrais donner quelques clés finalement pour ce stress de l'entrepreneur. L'entrepreneur est stressé. Stressé, c'est clair. L'entrepreneur est stressé parce que l'entrepreneur, justement, d'une part, il a beaucoup de choses à penser. Il a beaucoup de responsabilités parce que, en tant qu'entrepreneur, on sait que ce qu'on va récolter, c'est ce qu'on aura semé. Donc, on a un peu tout qui repose sur nos épaules tout le temps. Les premières années, on a du mal à... Enfin, même, c'est pas forcément qu'on a du mal. On peut pas toujours se permettre d'avoir des moments où on lâche un peu parce qu'on sait qu'il faut que ça marche, il faut développer, etc. Donc, c'est énormément de travail et de fatigue physique aussi, qui est en plus parfois pas bien reconnue par l'entourage parce que dans les premières années, moi, je sais, par exemple, dans ma propre expérience, les premières années, et même encore maintenant, j'ai fourni beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je suis pas en mission. Ou des semaines où j'ai moins de missions. Donc, vu de l'extérieur, t'es chez toi. Ouais, t'es chill. Tu peux organiser ta journée, c'est cool. Voilà, c'est un peu ça, des fois, le discours qu'on a de certaines personnes et qui est un peu dur parce qu'on se dit, c'est surtout que moi, j'essaye de bosser, de développer, que j'aimerais des fois avoir plus et tout ça. Donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude aussi par rapport à la peur de l'avenir. On ne sait pas ce que ça va donner. Et donc, on s'inquiète beaucoup, on se stresse. Et là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça renvoie en fait exactement au fait qu'on développe un truc qui est important pour nous. L'entrepreneur, en général, sa petite boîte qu'il est en train de monter, son activité qu'il est en train de monter, c'est vraiment quelque chose qui vient de lui, qui lui appartient, qui lui tient à cœur. C'est super important. Donc, évidemment, là, on va avoir beaucoup d'émotions qui sont liées à ça. Ça fait partie des apprentissages de l'entrepreneur aussi, de mettre une certaine distance. Mais oui, de rester dans un truc professionnel, alors qu'en même temps, pour lui, c'est à la fois professionnel et à la fois personnel. C'est complètement lui. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Ça fait partie des sources de difficultés psychiques, au début en tout cas. Et là aussi, moi j'invite les entrepreneurs et moi c'est ce que j'essaye de faire pour moi. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien placée pour le savoir, mais je le dis quand même. S'écouter, savoir reconnaître que oui, il y a des choses qui sont importantes pour nous et c'est normal. Ne pas culpabiliser d'avoir des moments où on est un peu débordé par nos émotions, ça aussi c'est super important. Oui, il y a des moments où je vais être fatiguée, où je vais être un peu irascible, où je vais être un peu en colère, un peu triste, ou peut-être dans mes relations avec mon entourage, ça va créer parfois un peu de tension. Oui, mais en même temps, je pense que
Le savoir, l'identifier, peut-être savoir s'entourer des bonnes personnes et savoir l'expliquer à son entourage, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Voilà. Et que l'essentiel, c'est d'être OK avec soi-même. Savoir pourquoi on fait les choses, savoir pourquoi on ressent telle ou telle émotion et ne pas le culpabiliser. Voilà. D'accord. Merci pour ça, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et la gestion du stress, voilà, ça revient souvent et je trouve qu'on ne parle pas suffisamment du fait que c'est pas toujours OK et que son entourage n'est pas toujours réceptif à sa vie d'entrepreneur et qu'on a une vision un peu dégradée de la vie d'entrepreneur, alors que des fois on travaille tout le temps, on réfléchit tout le temps et c'est vrai que c'est pas facile pour l'entourage de faire attention à ça et de vraiment se dire ouais, elle bosse ou elle bosse pas. Et puis en fait c'est important aussi pour l'entrepreneur d'avoir des moments où il se ressource. Ça paraît un peu une banalité de le dire, mais honnêtement, je pense que c'est fondamental. En fait, il n'y a personne pour me dire oui, là c'est fini, ta journée est terminée. Allez, Exactement. stop. Non, Exactement. des fois tu n'y arrives pas. Ouais. Donc identifier les activités qui nous font du bien, ce qui nous fait du bien et s'octroyer du temps pour le faire. Ouais. C'est vrai qu'on culpabilise. On le culpabilise aussi. C'est aussi une source de culpabilité. Ouais, là, aujourd'hui, j'ai été faire mon yoga. Et j'ai pas travaillé. Et puis, quand je rentre à la maison le soir et que je dis, aujourd'hui, j'étais au yoga, on l'assume pas toujours bien. Mais pourtant, c'est essentiel. Ton discours va faire beaucoup de bien à quelqu'un que je connais. Voilà. D'accord. Tu entends? Alors revenons à ton entreprise. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ce qui m'a donné envie, en fait, j'avais toujours eu assez envie de bosser dans l'accompagnement des personnes. J'avais fait des études de philo, moi, après mon bac. J'avais hésité un peu avec la psycho. Et puis, je m'étais dit, non, philo, c'est bien parce que c'est large. C'est vraiment comprendre le monde et les personnes dans le monde. Mais je vais toucher un peu à tout. Et j'ai pas regretté. Je suis très, très contente d'avoir fait ça. Après, quand il a fallu aller travailler, je me suis orientée vers la com parce que ça me paraissait faisable, on va dire. Je me suis bien amusée dans la com pendant 10 ans et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et puis, à la naissance de mon 3e enfant, en fait, j'avais plus trop envie de continuer à travailler comme avant. Alors, j'ai exploré un peu comment je pouvais bosser à temps partiel, etc. Mais c'était compliqué par rapport à mes activités. Et donc, surtout quand on a beaucoup de responsabilités, on ne peut pas se permettre d'avoir un mi-temps. Exactement. Donc, j'en avais discuté à l'époque avec ma chef. Et on était toutes les deux d'accord de dire oui, bon, certes, tu as le droit, si tu demandes un mi-temps, tu l'auras, mais ça va pas le faire par rapport au poste et tout. Et puis même moi, je me rendais bien compte que du coup, j'allais avoir l'impression de mal faire mon boulot, de mal m'occuper des enfants aussi. Enfin, du coup, rien n'aurait été satisfaisant. Voilà. Donc, j'ai pris un peu de temps à ce moment-là, quelques mois, où j'ai réfléchi, je me suis renseignée, etc. Et puis, l'idée de travailler dans l'accompagnement des personnes était toujours là. Et on m'a parlé du coaching. Moi, je connaissais parce que je m'étais déjà fait coacher quelques années avant. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément le truc en tête. Je m'étais jamais dit « je veux être coach ». Oui. Et en fait, c'est... à travers cette conversation que j'avais eue avec cette personne, elle m'avait dit regarde, il y a telle formation à l'université qui est super bien. J'ai l'impression que je te verrais bien dedans, va regarder. Et j'ai regardé le programme de la formation et effectivement, le programme m'a vachement plu. Et c'est plus en fait du coup par l'attrait pour cette formation que je suis entrée dans le coaching. D'accord. J'avais vraiment envie de faire cette formation, ça durait 1 an, c'était à Paris 8. D'accord. Formation pratique du coaching et le programme m'emballait beaucoup. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai dit ouais, j'y vais. Donc il fallait faire un dossier, il y avait des oraux, tout ça, je me suis préparée, je l'ai fait et puis j'ai démarré comme ça. Et en même temps, j'étais assez confiante quelque part. Il y avait en moi un sentiment, ça va aller, je vais le faire. Tu fais le bon choix. Je fais le bon choix parce que je sentais que ça me convenait. Voilà. J'ai fait cette formation d'1 an et puis après, direct, je me suis lancée à mon compte où j'ai commencé à
à coacher un petit peu au démarrage par des remplacements, des copines coach qui ne pouvaient pas faire des missions et tout, qui me les ont repassées. Et puis de fil en aiguille, après j'ai développé, etc. etc. D'accord. Donc en fait, tu as quitté ton poste Ouais. de salarié. Ouais. Est-ce que tu as eu un laps de temps entre quand tu as arrêté ton activité et quand tu as décidé de suivre la formation ? Alors, en fait, comme j'avais eu mon 3e enfant, moi, je me suis mise en congé parental. Oui. Et j'ai fait ma formation pendant mon congé parental. Donc, tu avais du temps. Donc, j'avais du temps. Voilà, j'avais du temps. Par contre, je n'avais pas d'argent. Non, mais c'est toujours ça. Hein. Quand on a de l'argent, on n'a pas de temps. Et quand on a du temps, voilà. on n'a pas très d'argent. Concrètement, c'est vrai qu'il faut assurer... Pendant le congé parental, j'avais 300 € de la CAF par mois. Ah, il n'y a pas de maintien de salaire ? Non. C'est-à-dire, en fait, le contrat est suspendu. Donc, on garde le bénéfice de son poste. C'est-à-dire, si on veut revenir, on peut revenir. En revanche, on n'est pas payé pendant le temps où on n'est pas là. T'as pas pu faire un deal avec ta boîte ? Alors moi, la boîte en question était une boîte... J'étais contractuelle de l'administration. C'était la fonction publique. Donc, il n'y avait pas trop tout ce genre d'opportunités. Ah oui. Ouais, surtout en tant que contractuelle. Ah oui, t'étais pas... D'accord. En fait, j'ai eu deux CDD de 3 ans en tant que contractuelle de la fonction publique. J'avais pas toutes ces options-là. Voilà. Parce que je sais que quand tu es dans la fonction publique et que tu es titulaire, que tu peux avoir des aides pour t'aider à créer ton entreprise. Absolument. Donc tu es accompagné, etc. Tu peux même avoir des mi-temps et ça te permet de quand même garder ton poste. Voilà. Mais quand tu es contractuel, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tes pieds pour courir. Ouais, c'est ça. Ton imagination pour créer rêver. Des boîtes. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc, tu es partie en congé. Congé parental. Ce qui fait, en fait, pour moi, c'était un compromis acceptable, on va dire, parce que malgré tout, je savais que si à l'issue de mon année de formation, ça me plaisait pas, ou je le sentais pas, que j'avais l'impression que j'allais pas avoir d'activité, je reprenais mon poste. Oui, ça te laissait un temps de réflexion. J'avais un backup. Et le congé, tu l'as pris parce que je sais que tu peux le prendre pour 1 an ou pour 3 ans maximum. Oui, c'est ça. Tu l'avais pris Je l'ai pris pour 1 an. Et puis je m'étais dit après. Et en fait, il se trouve, pour rentrer dans les détails, que moi, à l'issue de cette année-là, j'arrivais au bout de mon 2e CDD dans la fonction publique et qu'après, ça se transformait en CDI. Ah oui, d'accord. Donc soit je partais, soit je prenais le CDI. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai pas pris. J'ai dit non, j'arrête là. Et du coup, ce qui fait que par contre, là, ça m'a ouvert les droits au chômage. Au chômage, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que côté timing, ça s'organisait plutôt bien pour moi. Sauf que tu n'as pas d'indemnité de... Je n'avais pas de truc de précarité. Oui, là. Voilà, la prime de précarité, elle n'existe pas. Pour la fonction publique, je ne l'avais pas. Il n'y a pas. Mais je pouvais créer ma micro-entreprise et en même temps bénéficier du chômage quand même. D'accord, donc ça le me faisait chômage pendant 2 ans. Exactement. D'accord, donc tu avais une petite sécurité, une petite marge. Et puis, le fait d'avoir les indemnités de chômage, de pouvoir monter ta micro, donc du coup, ça te laissait plutôt... Ça me laissait le temps de voir un peu venir. Sachant que tu avais pris 1 an quand même pour réfléchir. Ouais. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu un timing favorable, quoi. Par rapport à ma situation. Après que tu n'avais pas du tout prévu. Que j'avais pas prévu, mais c'est tombé. Mais en même temps, je l'ai pris, on va dire, comme un signe au moment de ma décision de me dire, attends, quand je regarde, ça s'emboîte bien comme ça, je le fais maintenant. Est-ce un signe? D'accord, donc c'est vraiment à ce moment-là que tu as décidé de te lancer parce que tu as réfléchi, tu as pris le temps, tu t'es posé, tu as pris le temps de la réflexion, tu as eu les 2 ans aussi. Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'on remonte peut-être à 2017. Alors moi, exactement. Moi, j'ai fait ma formation, je l'ai commencé en 2017, c'est ça. Ouais, exactement. Et c'était des cours du soir? Alors, c'était des cours en journée, mais c'était 3 jours par mois. Donc, 3 jours consécutifs par mois. Et entre-temps, il fallait pratiquer. Donc, il fallait faire des coachings. Donc, il fallait trouver des coachés, des clients qui acceptaient de se prêter au jeu. Voilà. Et puis il y avait pas mal c'est une formation universitaire, donc il y avait un mémoire à rédiger, il y avait des examens, il y avait quand même des attendus. C'est un équivalent bac plus. C'est un équivalent bac plus 4, celui-là. D'accord, donc il faut quand même avoir DESU. Ouais. D'accord.
Ok, donc il faut quand même avoir un bac plus 3. Il faut avoir un bac plus 3 minimum. Et puis, il y a une petite sélection sur la motivation essentiellement. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Comme ça, au moins, ils sont sûrs que tu viens On vient que tu viens en cours. Que tu n'es pas sous l'effet de la contrainte. C'est ça. D'accord, donc du coup, ça fait 3 ans que tu es coach. Oui. Pourquoi tu as eu envie de rajouter le yoga? Parce que ça t'a semblé nécessaire, complémentaire Ouais. Alors, nécessaire, je sais pas, mais un peu, si. En fait, moi, je pratique le yoga depuis que je suis petite. Depuis que je suis enfant, je fais du yoga. Et j'ai pas mal... alors, à certains moments de ma vie, plus qu'à d'autres, mais j'ai toujours pratiqué. Et il y a longtemps, c'est-à-dire, il y a peut-être déjà une dizaine d'années, j'avais déjà eu l'idée d'être prof de yoga. Et j'avais été dissuadée. Donc c'est pour ça que aussi je sais quelque chose de l'influence de l'entourage. tu veux ta revanche. Je l'ai. Et j'avais été dissuadée un peu sur le mode mais non, mais tu te rends compte ce que c'est le yoga et puis comment tu vas faire T'as 3 enfants. Comment tu pourras pas en vivre, etc. Donc j'ai ok, c'est vrai, bon, voilà. Mais le truc est resté, le yoga est resté dans ma vie et l'idée est restée dans ma tête. Et la personne qui t'a dit de ne pas le faire, elle n'est pas restée, Elle n'est pas restée dans ma vie, non. Mais j'y pense souvent, effectivement, en me disant, tu vois... C'est important de savoir laisser partir ce qui doit partir. Oui, c'est ça, c'est récupérer le positif, ce qui te fait avancer. Exactement. Quoi. J'ai repris un peu le pouvoir sur ma vie depuis. Et là, comment je l'ai associé au coaching ? Comme je disais, j'ai fait pas mal, je coach pas mal des ados. Ça fait partie à peu près pour moitié de mon public. En approche narrative, comme j'ai expliqué au début. Et puis, en fait, au moment où je me suis reposé la question de l'enseignement du yoga, là encore, signe du destin, il se trouve qu'au moment de m'inscrire à la formation, il n'y avait plus de possibilités pour la formation adulte, mais il y avait des possibilités pour la formation enfants et ados. D'accord. Ce qui n'était pas spécialement mon projet de départ, mais je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas. Si c'est la porte d'entrée qui s'ouvre à moi, je la prends. D'accord. J'y vais. Donc, me voilà qui me forme à l'enseignement du yoga pour les enfants. Et j'ai adoré parce que c'est une vision du yoga qui correspond complètement à ma vision que j'ai moi en coaching, avec les adultes aussi. C'est-à-dire, en fait... faire beaucoup confiance à la personne, développer beaucoup son autonomie et on parlait de reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est vraiment ça, c'est de redévelopper chez l'enfant ou chez la personne en coaching l'idée d'être auteur de ses choix et d'être complètement acteur dans sa vie. Et du coup, là oui, ça m'a paru vraiment une évidence de mixer les deux. Et maintenant, j'enseigne le yoga aux enfants, mais aussi aux adultes, mais avec cette vision-là des choses. Donc, par exemple, dans mon cours de yoga, je corrige très peu les postures des gens. Et en fait, j'ai par exemple une dame qui vient et qui a des soucis de latéralité. Elle n'identifie pas bien sa droite et sa gauche. Et donc, elle me dit ça au premier cours, un peu gênée et tout. Et en fait, je lui ai dit, c'est pas du tout grave. Quand je vais dire, on met le pied droit devant, moi je vais le faire, etc. Toi, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fais comme tu le sens. Si jamais c'est le pied gauche que tu mets, mais que toi, dans ta tête, tu vis l'expérience que c'est le pied droit, c'est ça l'essentiel. C'est ça qui est OK. Voilà. Et je trouve cette approche vraiment géniale. Et en coaching, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est-à-dire vraiment faire vivre les choses aux gens. Donc, ça fait le lien entre le corps et l'esprit, entre ce qu'on se dit et comment ça redescend dans le corps. Et ça me paraît vraiment, vraiment essentiel. Ouais, ça te fait un petit parallèle entre les deux. Et finalement, ça a un sens et c'est complémentaire aussi avec la clientèle que tu as. Exactement. D'accord. Et comment tu distingues les deux offres commercialement parlant ? Alors, est-ce que tu scindes Je fais les deux. Des fois, je scinde. Il y a des trucs que coaching et des trucs que yoga. Mais là, je suis en train de plus en plus de mélanger. Par exemple, j'ai sorti une newsletter cette semaine où j'ai mis coaching, formation, yoga. Et je parle des deux. Et j'ai sorti aussi une petite offre maintenant où je propose des séances de coaching et des séances de yoga. Donc, 3 séances de coaching, 2 séances de yoga sur un temps assez court. Et l'idée, c'est de permettre aux personnes qui ont envie de mettre en place un projet, d'amorcer. Avec un truc un peu rapide, un peu coup de poing intense, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez efficace parce que
On commence par 1 ou 2 séances de coaching. Donc, les gens, ils exposent un peu leur situation, leurs problématiques. On commence à y réfléchir, à les rebooster un peu en termes d'identité et tout ça. Et ensuite, il y a une séance de yoga qui intervient. Et là, ce qu'on a discuté en coaching, ça redescend dans le corps. Ça vient, là, on ne parle pas, il n'y a plus de discours. On fait le yoga. Moi, j'essaye de trouver, bien évidemment, des postures, des exercices de yoga qui correspondent à la personne et à la problématique. Parce que dans le yoga, on travaille beaucoup sur les énergies. Et donc, on essaye... tout le monde a déjà vu dans les films, on entend parler des chakras. Donc, on essaye d'activer tel ou tel chakra qui va aider. Et en fait, effectivement, j'ai des retours des clients qui sont assez positifs. Où même moi, des fois, j'y croyais pas trop, mais ils me disent, après la séance de yoga... les trucs se sont mis en place. Voilà. Ouais. On en avait parlé avant au coaching. Là, on a travaillé un peu sur le corps. Après, j'ai dormi. Et puis, hop, ça m'a paru plus clair. D'accord. Ça fait aussi travailler la posture. Ça fait travailler la posture. Ça fait travailler sa présence aux autres et puis dans l'espace. Donc, ça aide vachement pour les questions de confiance en soi. Et tu as plus une clientèle féminine ou masculine ? J'ai plus une clientèle féminine. Après, j'ai envie de dire... Je pense que c'est assez répandu. Bon, voilà, les femmes dans le yoga et puis les femmes ont plus tendance à être réceptives au travail sur soi que les hommes. Dans une entreprise dernièrement, on me racontait qu'en formation, des hommes et des femmes, le formateur les interroge sur identifier leurs émotions. Donc, qui a des émotions et tout. Donc, les femmes, moi, ça. Les mecs, ils avaient aucune émotion. Non, moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas d'émotion, je suis insensible. Voilà. Et donc, ce que tu me disais, c'est que tu avais suivi une formation de coach, tu as suivi une formation pour devenir prof de yoga. Ouais. T'as pas fait les deux en même temps ? Donc, en fait, t'as commencé par le coaching, J'ai pratiqué un peu, je continuais le yoga en loisir. Ouais. Et puis, à un moment donné, je me suis décidée à me former au yoga. D'accord. Et pour lancer ton entreprise, as-tu été accompagnée ou t'as tout fait de manière un peu autodidacte ? J'ai fait beaucoup de manière autodidacte. J'ai été un petit peu... L'aide que j'ai trouvée, ça a été... dans le coaching, on a des fédérations professionnelles. Et donc, moi, je suis adhérente à une de ces fédérations. Et là, il y a des petits accompagnements. C'est-à-dire, il y a des petits rendez-vous auxquels on peut aller pour échanger. Des ateliers. On a un petit rendez-vous gratuit avec un comptable aussi pour nous aider à voir quelle structure serait la plus adaptée pour nous, etc. Voilà. J'ai bénéficié un peu de ça. Et puis j'ai été beaucoup en fait dans l'échange avec d'autres coachs aussi. Ouais. Voilà, comment t'as fait, ceci, cela. Voilà. D'accord, donc plus dans l'échange et avec l'accompagnement de la fédération sur certains points pour conforter un peu tes idées. Exactement. Et t'as pas été trop pénalisée par le fait d'être coach ? Parce que je sais que maintenant, coach, les gens, ils ont des fois des fois, ils ont souvent une mauvaise image du coach. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes difficultés là en ce moment à être coach. C'est d'une part, comme tu le dis... il y a une image qui commence à être un petit peu dégradée du coach, un peu le gourou ou le gars qui n'est pas diplômé et qui s'autoproclame coach et tout. Exactement. Et puis, il y a le fait qu'on est de plus en plus nombreux sur le marché. Tout mélangé. Coach diplômé, coach pas diplômé, tout ce qu'on veut. Donc, les gens, ils ont du mal là-dedans à s'y retrouver et ça finit par un petit peu nous discréditer à certains endroits. Très honnêtement... C'est quand même un métier où on fait notre clientèle beaucoup sur les relations avec les gens. Donc, c'est-à-dire que les entreprises ou les personnes, elles choisissent un coach aussi pour la personne qu'il y a derrière. Pour la personnalité. Voilà. Pour la personnalité, pour l'approche. Et donc, oui, on explique beaucoup comment on travaille. On explique aussi qu'on est certifié, qu'on est diplômé, etc. Mais bon, ça se fait quand même beaucoup par affinité. Donc, je peux pas dire que directement, j'ai eu à souffrir de la mauvaise image du coach. Et bon... Voilà, je pense qu'on peut en souffrir peut-être quand on essaye de faire beaucoup de prospection, beaucoup de porte-à-porte et tout, mais de la vie générale avec mes collègues, de toute façon, c'est pas trop ça qui marche pour développer notre clientèle. C'est plutôt le bouche à oreille. Ouais. C'est plutôt le bouche à oreille et plutôt le fait que les gens nous connaissent et qu'ils ont envie de travailler avec nous. D'accord. Et comment tu as vécu ton changement de carrière quand tu es passé de chargé de communication d'urgence à l'autorité
de sûreté nucléaire. Ouais. Non, mais quand j'ai lu la petite note que tu m'as laissée, j'ai dit « Ah ouais, d'accord !» Communication d'urgence à l'autorité de la sûreté nucléaire. D'accord. Comment je me suis dit bon, après on fait de la com sur tout. C'est ça. Mais sur ça, donc ça m'a montré une certaine créativité quand même. Merci. Et mais en fait, je me suis dit comment on passe de ça. Est-ce que tu avais déjà eu des personnes qui t'ont accompagné, mais ou tu as eu des retours d'expérience, mais comment tu le vis au jour le jour et avec des enfants, de te lancer dans une nouvelle carrière. Alors, je n'ai pas l'impression que ça t'ait perturbé. Non, ça m'a pas perturbée. Après, je pense que dans mon cas, comme ça a été associé à un moment un peu de transition dans ma vie perso aussi, vu que c'était après une naissance et un moment un peu où j'ai fait une petite pause quand même de quelques mois. Du coup, ça n'a pas été brutal. Et puis, assez vite, tu parlais de créativité. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que quand je me suis lancée, et j'ai commencé d'une part en formation en me projetant de comment j'allais faire pour monter mon activité et tout, et puis une fois que j'ai été dedans, que je l'ai montée, je me suis sentie complètement à ma place, en pouvant vraiment déployer complètement ma créativité. Oui. Ce que j'avais moins en étant salariée, j'allais dire évidemment. Mais, c'était presque... Donc ça s'est fait assez naturellement et en même temps, a posteriori, c'est un peu une surprise pour moi parce que... Tu n'avais pas du tout envisagé ça ? J'avais pas envisagé ça dans ma vie quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai été éduquée dans une famille avec des parents fonctionnaires. Donc l'entrepreneuriat, tout ça, c'était pas du tout mon univers. Voilà, c'était même vu comme un truc dangereux, enfin bizarre et tout. Donc j'étais pas préparée à ça, on va dire. Et néanmoins, je me suis sentie complètement à ma place quand ça a commencé, et maintenant je suis très contente. Donc comment je le vis ? Je le vis bien. Et est-ce que ça a été difficile ? Non. Parce que je pense que c'est important. Il y a eu cette conjoncture favorable dont je parlais au début. Et ça, je pense que c'est important pour se sentir en sécurité. Que ce soit quelque part le bon moment dans notre vie. D'accord. Voilà, le truc qui soit quand même pensé, qu'on ait réfléchi à nos plans B, à nos routes de secours pour se sentir quand même sécurisé. Parce que, voilà, on a parlé du stress aussi. Autant essayer de le réduire autant qu'on peut. Donc ça, je pense que ça a joué dans le fait que je me sente confiante. Et puis, il y a de trouver sa voie, quoi, d'être dans l'activité qui nous convient. Après, là, c'est aussi un peu la coach qui parle, mais c'est vrai que souvent en coaching, on dit à nos clients, tu vas être bon là où t'aimes ça. Ouais. Et ça se vérifie quand même assez souvent. Donc, c'est vrai quand on a trouvé ce qu'on aime, ça a tendance à fonctionner. Oui, donc du coup, on a une ligne directrice qui est toute donnée finalement. Et puis, on a l'énergie pour s'investir dedans parce qu'on aime, donc c'est on se sent porté aussi, en fait par son projet. Ouais. Donc du coup, ça nous laisse une liberté, un confort d'esprit. Finalement, on sait qu'on va dans la bonne direction, même si même si c'est en dents de scie. Oui, on va pas embellir le tableau, c'est en dents de scie. Et puis, il y a des réalités matérielles qui sont pas tous les jours faciles. Ça, c'est une réalité aussi, c'est sûr. Après, c'est aussi un choix qu'on fait à un moment, quoi. D'accord. Et au quotidien, tu travailles avec des personnes au niveau de ta communication, au niveau, des partenaires, etc. Ou tu travailles tout le temps seule ? Alors, je travaille beaucoup seule, mais je travaille aussi beaucoup avec d'autres. Moi, j'aime beaucoup les relations, j'aime beaucoup travailler à plusieurs, j'aime beaucoup travailler à deux aussi. Donc, j'ai développé pas mal de petits réseaux, et ça, je pense que c'est aussi une des clés du succès quand on est entrepreneur. Par exemple, moi, donc je suis membre de la fédération des coachs dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis dans un cabinet pour recevoir mes clients où on est plusieurs, donc j'ai fait le choix d'avoir quelque chose de partagé plutôt qu'un truc toute seule. Donc là, ça me fait une petite communauté aussi. J'ai la communauté des coachs narratifs aussi, parce que je me suis formée donc à l'approche narrative. Et là, t'as fait une autre formation ? Ouais, pendant que je pratique, que j'étais déjà lancée. T'as complété J'ai un complété, et ça, c'était une formation d'1 an, à nouveau, un peu moins lourde que celle de Paris 8, mais quand même assez conséquente. Et là, on intègre aussi une communauté quelque part. Donc, j'ai aussi des liens avec les coachs narratifs.
Donc ça fait partie de mes trucs collectifs. Donc je suis souvent en contact avec d'autres. Et puis, il y a aussi, j'ai essayé de créer, moi, j'hésite jamais à essayer de monter une offre avec un autre coach, co-animer un truc avec un autre coach. Voilà, après, des fois, ça rend du résultat, des fois non. Mais en tout cas, j'aime bien essayer et faire des trucs à plusieurs. D'accord. Ouais. Comme ça évite que tu te sentes isolé, tu peux avoir le retour de l'autre, l'expérience. L'expérience, ça fait que quand on doit aller faire une animation, etc., on est à deux, donc on se sent aussi, ça nous rend plus enthousiastes aussi. Ça. Voilà. Donc on peut échanger, où je fonctionne aussi des fois, pour certaines entreprises, on est 2 intervenants, pas en même temps, mais du coup on alterne, et ça fait aussi qu'on peut se parler des trucs quand on se sent en difficulté, on se passe un coup de fil, là l'autre jour, qu'est-ce que t'en penses? Et puis aussi, ça nous fait des backups. Finalement, tel jour, je peux pas, est-ce que tu peux me remplacer? Voilà. Donc, moi, j'aime bien fonctionner à plusieurs. D'accord. Mais aussi toute seule, les deux. Ouais, comme ça, t'as l'impression d'être moins seule dans ton activité aussi, d'avoir des retours d'expérience de d'autres personnes et de te sentir un petit peu moins isolée, parce que finalement, le chef d'entreprise, il est isolé. Il est isolé. À un moment donné, n'importe comment qu'on s'y prenne, ça repose sur nos épaules et on est un peu seul. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des solutions pour en tout cas diminuer ce sentiment de solitude. Et pareil, peut-être dans d'autres professions, ça existe aussi. Nous, dans le coaching, on a la supervision. On est tenu d'être supervisé dans notre pratique. Et donc là, on a le choix entre se faire superviser individuellement ou dans des groupes. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup participer à des groupes. Et là, ça fait aussi des moments où on échange avec d'autres coachs, où on entend aussi leurs difficultés. On se dit, je suis pas tout seul. Voilà, ok, c'est bon. Allez, c'est un problème. Allez, c'est bon, c'est tranquille pour moi aussi. Ça n'a jamais été un frein que tu sois une femme, finalement, dans le coaching? Dans le coaching, alors, c'est pas un frein d'être une femme, mais... J'ajoute quand même un mais. Il y a un gros mais. Voilà. On le sait, les femmes ont plus de difficultés que les hommes en général, je ne vais pas dire pour tout le monde, à affirmer leurs tarifs, à se faire payer à leur juste valeur, etc., etc. Et dans le coaching, c'est un phénomène qu'on retrouve. Et oui, c'est un métier qui est largement féminin, mais où néanmoins, les femmes se font moins payer que les hommes quand même. Donc je tiens à le préciser. Demander. Il faut se faire payer. Et moi, je le dis en étant la première à régulièrement m'auto-gronder en me disant mais là t'aurais dû demander plus, etc. Mais on a envie d'avoir le truc et je pense qu'il y a quelque chose d'insidieux là encore ici aussi on s'aide facilement au fait de... On s'aide facilement, où les clients en face, peut-être pas toujours mal intentionnés, mais un peu sans s'en rendre compte, ils vont peut-être aussi avoir tendance à proposer moins. Donc faut être vigilante à ça. C'est un métier, on n'a pas plus de mal qu'un homme à trouver du travail, à trouver des missions, ça je pense pas. Mais en revanche, je pense qu'on se fait moins bien payer. D'accord, donc attention point de vigilance. Filles, point de vigilance. Rajoutez toujours 20% en plus. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voulais nous partager quelque chose ou tu voulais exprimer quelque chose? J'en sais rien. Non, c'est bien. Je suis contente d'avoir pu exprimer là mon petit truc sur les femmes et les hommes à la fin. Donc merci de m'avoir donné cette opportunité. Je voulais le dire. Je voulais. Et il faut les messages principaux. J'ai envie d'encourager toutes les femmes qui ont envie de se lancer dans l'aventure à bien penser leur projet, à faire les choses raisonnablement. Donc ne pas se lancer tête baissée tant qu'on n'est pas sécurisé. Mais en même temps, quand c'est bon, faut y aller. À être prête à y aller à fond, donc ça veut dire même si on a des enfants, tout ça, on y va à fond. Ça remue un peu dans l'entourage, dans le couple et tout ça, il faut le savoir aussi. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis voilà. Et merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci Estelle, merci d'avoir participé à cette interview. Et voilà, je pense que tu auras répondu à pas mal de questions, levé le voile sur pas mal de choses. Donc, si vous voulez avoir toutes les infos d'Estelle, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations sur Estelle dans la barre d'infos. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, merci Estelle. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.